Remercier toutes celles et ceux qui se connectent en nombre. Dire qu'en effet, il y a différentes façons de poser des questions. Il y a d'une part, le fil, de conversation, parce que certaines personnes n'ont pas forcément un micro ni une caméra. Je vais juste poser une ou 2 questions comme ça pour amorcer la discussion à Sephora et ensuite ce sera vraiment à vous de prendre la parole. Alors, ce qui est bien, c'est de pouvoir lever la main, parce que c'est un outil qui permet ça. Je vais essayer de donner la parole dans l'ordre aux gens qui vont la demander. Celles et ceux qui veulent poser une question, caméra allumée, micro allumé, vous êtes bien évidemment invités à le faire. Je crois que j'ai dit l'essentiel, sachant qu'effectivement, on a jusqu'à 19h30 ensemble. Et comme Virginie faisait la pub pour Comme un samedi, moi je peux dire que l'émission du 6 septembre avait pour invité principal Séphora Fondy, ici présente, ou virtuellement présente, et que si vous avez envie de poursuivre, d'en savoir encore un peu plus sur elle, sur son parcours, sur ses goûts, vous pouvez l'écouter. Remarque, il y a aussi Affaires culturelles qui est toujours en podcast avec C'est Sephora vrai. Fondy. Alors, je ne sais pas quand ça remonte, Sephora, peut-être que tu t'en souviens. Bon, enfin, C'était 2023, c'était Médée, donc c'était le printemps ah oui, 2023. c'était pour m'aider, absolument. Exactement, Donc voilà, ouais. si vous avez envie d'entendre davantage Sephora. Pour pas perdre plus de temps, je vais quand même euh, dire que tu as beaucoup déménagé dans ton enfance. Tu as vécu 10 déménagements avant tes 16 ans, tout ça après être né à Gennevilliers en 92. Et je vais poser cette question dans Comme un samedi, mais je la reprends, elle est utile dans ce cadre. Tu as dit que les livres étaient tes premiers refuges. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu as trouvé dans les livres. J'ai trouvé de l'évasion, j'ai trouvé, de la beauté, de l'intelligence, un remède à l'ennui, beaucoup parce qu'en fait une vie d'enfant, banlieusarde en particulier, c'était une vie, avec, avec pas forcément beaucoup de choses à faire. Bon, il y avait l'école, les copains, mais en tout cas, les livres, ça me donnait le sentiment de vivre une autre vie que la mienne. Ça m'apportait beaucoup de rêves, d'évasion, voilà. En gros, c'était Hmm. ça. Et puis dans l'émission qu'on a faite aussi en septembre, tu avais envie de dialoguer avec une autrice que tu aimes beaucoup, qui est Leila Slimani. Alors elle était à l'étranger, donc vous êtes parlé un petit peu par liaison radio, mais pourquoi est-ce que ces livres à elle, pour exemple, te touchent? Parce qu'en fait, déjà, il y avait pas énormément, enfin, en tout cas, quand j'avais l'adolescence, entre l'adolescence et la vingtaine, je voyais pas beaucoup d'autrices racisées dans le paysage français. Donc déjà, ça, c'était une première chose qui m'avait interpellée, quand même. Et aussi une femme, qui osait écrire des choses un petit peu difficiles, qui osait, faire preuve de violence dans son écriture, qui osait prendre des sujets un peu dérangeants. C'était comme quelque chose qui m'attirait quand même beaucoup. Et puis j'adore son style en fait, vraiment sa langue que je trouve très élégante et en même temps assez, crue avec beaucoup d'ironie. Je trouve qu'elle a vraiment le sens du sarcasme, ce que je trouve assez beau. Et puis je trouve en plus que c'est une autrice qui gagne en envergure au fur et à mesure des livres. Là, elle a quand même fait une épopée familiale, enfin c'est assez Hmm. impressionnant quand même. Donc pour toutes ces raisons, elle m'a pas mal fascinée assez vite. Comme les questions des étudiantes et étudiants commencent à arriver, je vais en grouper deux. En fait, une question d'Emma Planchant qui te demande, qui voudrait savoir si cette histoire sommeille en toi depuis longtemps et s'il y a eu un déclencheur particulier. Et je rejoins la question d'Anaël Seguin qui demande quel a été l'élément déclencheur pour écrire ce livre. Alors, en fait, il y a plusieurs racines. La première, c'est que bon, moi j'ai toujours désiré écrire. Il se trouve que je suis comédienne et j'ai une grande chance et c'est fantastique, mais j'ai envie d'écrire en fait depuis très longtemps. Depuis l'enfance, en fait, c'est un vieux désir. Et par rapport à l'élément déclencheur, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu d'abord, ouais, ça s'est fait en 3 étapes. La première chose, c'est quand j'étais lycéenne, je regardais pas mal, un dessin animé qui s'appelle South Park et dans un des épisodes de South Park, il y avait tout un pitch autour du fait que Britney Spears était en fait une espèce de divinité, pseudo-maya
et qu'en fait, c'était grâce à elle que l'Amérique pouvait prospérer et que pour faire venir les moussons, il fallait la sacrifier. Et donc, elle était poursuivie pendant tout l'épisode par tous les États-Unis, par des gens lambda, par la CIA. Enfin, ça devenait un énorme délire. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup interpellée à l'époque, c'était de se dire que Britney Spears et beaucoup d'autres chanteuses et beaucoup d'autres icônes pop étaient des femmes qui vivaient cette expérience d'être divinisées par les gens, d'être adorées, fétichisées. Et une fois qu'on les avait bien essorées, qu'on leur avait bien pris tout ce qu'il y avait à prendre, on les démolit. Et ce mouvement-là, il m'intriguait beaucoup. C'était la première chose. Et la seconde, c'est que quand je suis devenue comédienne, donc à ma petite échelle, parce que je suis pas Britney Spears, j'ai senti beaucoup d'attention pour moi, ce qui était formidable. Et en même temps, toute cette attention me faisait un peu peur parce que j'avais l'impression qu'en fait, mon corps m'appartenait plus, m'appartenait au public. Parce que quand on est comédienne de théâtre particulièrement, c'est une expérience qui se fait toujours avec la salle. Et en fait, il n'y a pas la frontière qu'il peut y avoir au cinéma. Et donc, en fait, les gens avaient tendance à, ça paraît anecdotique, mais moi, ça m'avait beaucoup travaillé, les gens me touchaient beaucoup. Après les spectacles, ils me touchaient sans arrêt. Et cette expérience physique un peu étrange que les gens aient l'impression qu'ils ont la possibilité de t'approcher et que tu fais partie de que tu leur appartiens, c'est vraiment quelque chose qui me travaillait depuis longtemps. Et c'est ce qui a donné Aval. Voilà. J'entends plus rien. Pardon, Ah, c'est voilà. moi qui avais Ok. justement. J'étais justement en train de dire qu'il y avait un ou plusieurs micros qui devaient être ouverts parce qu'on entendait des petits bruits. Donc, merci de bien penser à éteindre les micros, à moins que vous preniez la parole. Mais je continue les questions qui sont arrivées. Et cette question de Jeanne Lamarre, qui a beaucoup aimé son très beau roman, qu'elle a adoré. Je souhaitais savoir, demande Jeanne, si le roman, comme tu viens de parler du fait que tu étais comédienne, comportait des éléments autobiographiques et si oui, lesquels? J'imagine que c'est une question qu'on t'a beaucoup posée. Ouais, c'est vrai, et je fais toujours en sorte de Cette l'esquiver. fois-ci, tu y J'en réponds. avoue. Alors, oui, il y en a, mais il y en a, mais pas forcément les plus croustillants. Il y en Croustillant a, quand il on y en a. parle d'aval. Mais en fait, je fais tout tourner autour de la nourriture parce que ça m'obsède. Ouais, il y en a. Bien sûr, il y en a. Il y a les choses les plus évidentes, à savoir la profession de l'âme, son physique, qui sont des choses comme ça immédiatement. Enfin, on peut projeter immédiatement sur moi, mais j'ai quand même eu à cœur de brouiller un peu les pistes et d'écrire des choses qui ne m'appartiennent pas du tout, ou prendre des éléments biographiques d'autres personnes de mon entourage. Je- Parfois, en fait, il y a des choses qui appartiennent à ma vie, qui sont dans la vie de Tom, mais qu'on ne pourrait pas deviner comme telles. J'essaie de garder comme une part de mystère. Ce qui ramène aussi à une autre question de Jade Aubert, qui te remercie pour cette rencontre et qui demande pourquoi tu as fait le choix d'écrire des deux points de vue, donc et notamment celui du méchant. Quel est le but précis d'avoir une partie Tom et une partie l'âme? Alors, comment dire? Alors déjà, la première raison, c'est vraiment par goût personnel. C'est-à-dire que je trouve que les personnages dangereux, je parle bien de personnages, pas de personnes, les personnages dangereux ont une épaisseur et un mystère qui est assez passionnant à travailler en fait d'un point de vue littéraire et puis même je pense d'un point de vue scénaristique aussi. On a plus de liberté quand on choisit un personnage malfaisant. Ça laisse plus de possibilités de situations en fait, parce que comme ce sont des personnages qui sont amoraux ou immoraux, Mhm. forcément le champ d'expression de ce qu'on peut leur faire faire est plus vaste. Et donc ça procure plus de plaisir en fait à Ah, c'est l'écriture. bon, ça marche. Ça, c'est une première chose. Putain, c'est parce que t'es là. Et Alors la ça seconde marche, mais chose, on vous entend. ah, On peut alors, couper les micros. Ouais, ça marche, on fait ça. Allez, bisous. tout Bisous, à fait, bisous. bisous Raphaël, qui peut peut-être éteindre son micro, mon cher Raphaël. Donc ça, d'abord. Et puis à côté de ça, euh, comment dire, j'avais envie de j'avais envie d'écrire un personnage qui est très 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 loin de moi a priori.
parce que c'est aussi, par défi, ça entraîne en fait d'écrire, une figure qui vous est complètement, antagoniste. Et puis aussi parce que ça me paraissait important d'écrire, il fallait pas que Tom soit simplement un monstre, donc comme ça, une espèce d'épouvantail. Il fallait que ce soit une vraie personne, avec une vraie histoire, une vraie épaisseur, un parcours, hem, parce qu'il fallait que la menace que subit l'âme soit vraiment forte et présente. Et pour ça, je pouvais pas me contenter juste d'écrire une espèce de garçon un peu vague, un peu flou, sur lequel on peut tout projeter. Il fallait vraiment écrire, une vraie une vraie personne. Voilà. Je Tu as coupé encore ton micro, Arnaud. Je ne t'entends Justement, pas. pardon, justement, je veux pas faire de bruit parasite et j'ai oublié de le remettre, donc je l'ai laissé allumé, hein, après tout. Je disais pas mal de gens nous ont rejoints, donc je redis à celles et ceux qui arrivent que voilà, vous posez des questions, j'essaie parfois de les regrouper par thématique et puis si Mmh mh. vous voulez qu'on vous voit et qu'on vous entende, c'est possible aussi. C'est un peu plus compliqué, mais on peut le faire un petit peu. Donc, on a eu les 2 points de vue. Je regarde si je peux grouper des choses. Oh là là! Heu, alors, non, il y a des questions très différentes. Ouais. Les sources d'inspiration qui t'accompagnent au quotidien et en l'occurrence qui ont influencé l'écriture de ce livre-là, c'est une question, d'Anaël Seguin encore. Alors moi, j'aime beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire Aval, et c'était d'ailleurs un reproche de mon éditrice, j'avais tendance à réfléchir beaucoup par plan, par séquence, parce que j'adore le cinéma. Et donc, ce qui a inspiré l'écriture d'Aval, c'est à la fois par rapport à Tom, je dirais des personnages de films américains des années 90. En tout cas, une esthétique un peu white trash de films américains des années 90, ça c'était Tu assez as un ou important. 2 titres à nous donner? Hem, bon, le personnage en l'occurrence ne ressemble pas du tout à Tom, mais l'ambiance oui. Will Hunting, Mmh, j'adore ce film. mmh. Avec Matt Damon sur un Good Will garçon Hunting. surdoué, Mmh. avec Robin Williams. Williams aussi. Des films un peu comme, Gummo, ça c'est un peu plus niche, mais, Harmony Eight Korine. Ouais. Harmony Korine, Eight Mile aussi en un sens. En tout cas texture cette Mmh. texture de film. Ça m'a beaucoup, travaillé pour Tom et pour l'âme, ben, je dirais que c'est un peu plus, comment je pourrais dire? Heu, contre toute attente. Contre toute attente, Les Malheurs de Sophie, la comtesse de Ségur, donc l'imaginaire que j'ai autour de la comtesse de Ségur et de l'enfance un peu lyrique de Sophie et des petites filles modèles, ça m'a beaucoup aidé pour Aval. Hem, c'est en fait, comme je pioche dans plusieurs influences, c'est difficile à regrouper. Surtout que j'ai fait exprès de pas lire de livres pendant que j'écrivais Aval, pour pas me laisser Mmh. complètement parasiter par le mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai un imaginaire qui est très cinématographique. Ça, c'est certain. Parfois dans la presse, ils parlaient de Cronenberg et ce qui me faisait hyper plaisir. Mais c'est vrai qu'en tout cas, peut-être la noirceur Mmh. d'Aval pourrait correspondre à, oui, à un certain cinéma de genre, par exemple. Ce serait un peu ça. OK, alors j'ai bien vu la main levée de François Dugour à qui je vais donner la parole dans un instant, mais par rapport à ce que tu viens de dire, il y a une question de Anne Landreau et j'ai demandé à Raphaël s'il peut couper son micro et s'il y en a d'autres qui ont le micro ouvert, de les couper parce que ça peut un peu parasiter, sans qu'on le veuille, le bon déroulement de cette rencontre. Merci Raphaël. Donc par rapport à l'écriture, combien de temps vous a pris l'écriture du livre? Demande Anne-Sophie Landreau. Avez-vous demandé l'avis de vos proches aussi pendant l'écriture? Après? Est-ce que l'entourage est important aussi? Alors ça m'a pris 2 ans. Ça m'a pris 2 ans. Est-ce que j'ai demandé l'avis de proches? Oui, mais assez peu. En fait, À quel moment tu as montré des choses? j'ai commencé à montrer des choses, je pense, quand j'étais allez, à un quart de l'écriture, donc si vous avez bien le livre en tête, j'ai commencé à demander des avis juste après la scène à Disney, avec Tom et ses amis, où ils se retrouvent dans cette chambre d'hôtel, tous ensemble et que la situation bascule. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à demander un peu des pas des retours, mais
Et j'ai pas demandé à des gens qui écrivaient, alors que je connais des personnes qui écrivent dans mon entourage. Je pense à Alice Zeniter, par exemple, j'aurais pu, mais j'ai plutôt demandé à une amie qui n'a rien à voir avec les métiers de l'écriture. Hem, donc à elle, je lui ai demandé, mais sinon ça restait assez circonscrit, en fait, à mon éditrice et à mon agente littéraire. Mmh. Voilà, on partageait les choses à 3. J'ai pas trop fait intervenir d'autres personnes. Hem Et mon agent de comédienne aussi est arrivé dans la boucle, mais vraiment vers la fin. Là, pour le coup, on était dans les dernières épreuves, heu, mais sinon, voilà, j'ai pas du tout fait circuler le texte, pas vraiment. OK. Alors François Dugour a écrit une question, peut-être qu'il veut la poser en ouvrant son micro, voire, en allumant Heu, sa caméra. oui, bonjour Allez-y. Sephora. Bonjour. Mon ordinateur, c'est un peu un dinosaure, donc je vais pas mettre ma caméra, je risque de tout faire Ah, cracher. J'avais une question un peu longue à poser, donc je me suis dit: «Autant la poser à Allez-y. l'oral, ça évitera de allez-y. s'embrouiller». Bah, déjà merci pour ce livre, franchement, trop bien. J'ai adoré la manière dont la tension, elle grimpe, tout au long de la lecture. C'est vraiment captivant, hyper prenant. Merci. Heu et en fait, au fur et à mesure, quand on commence le livre, on n'a pas l'impression de lire un polar ou de lire quelque chose qui appartient de l'ordre du polar et petit à petit, il y a de plus en plus d'éléments qui apparaissent et cetera. J'ai trouvé ça vachement bien, hyper fin et du coup, je me demandais si le thème du juridique et du pénal, c'est un thème que vous aimez, vous aviez envie d'écrire dessus ou est-ce que c'était plutôt un moyen pour raconter, une histoire, donc cette histoire-là, un peu sombre et aussi cette histoire, de la jeune comédienne, et de ce rapport au corps et du coup, deuxième question après celle-là, c'est est-ce que ça vous intéresserait de faire des romans par la suite qui soient un peu ambiance Quai des Orfèvres, concours du Quai des Orfèvres? Voilà, merci Alors, Sephora. merci pour cette question. Alors, en fait, ça a été vraiment, comment dire ça? Il se trouve que j'ai été confrontée au fait de mettre de la question de la justice et donc tout les codes un peu polars, malgré moi. C'était pas du tout une ambition, d'origine. Il se trouve qu'à cause de ce que j'écrivais, j'étais obligée de mettre ça en place et je suis très heureuse que tu me dises ça parce que j'avais très peur que ce soit pas crédible, parce que je n'y connais strictement rien. Donc j'ai vraiment essayé de faire selon mes intuitions, selon ce que j'ai vu aussi dans les films, encore les films. Mais c'était pas du tout un territoire qui m'intéressait à l'origine. Par contre, peut-être là où ça a commencé à me plaire, c'est le fait de penser tragédie antique. Notamment parce qu'on m'a fait comme retour que la scène entre les 2 scènes entre la juge et Tom étaient des scènes qui étaient très théâtrales et en fait, à la rigueur, ce qui me plaît dans toute la dimension judiciaire et cetera, c'est la dimension théâtrale. Ça me plaît beaucoup. Il se trouve que j'ai eu la chance d'assister à des comment je pourrais appeler ça? À des conférences avec des avocats. Tu sais, il existe ça a un nom qui m'échappe, mais des fois les avocats font des ils ont Des ils concours se d'éloquence? concours d'éloquence, exactement. Et j'étais invitée à assister à ça et ça j'adore, par exemple. Ça j'adore et donc j'avais envie que la juge, elle ait une parole comme ça très, une parole qui soit pas quotidienne et qui puisse faire penser à une parole de femme de justice, comme il y en aurait dans des tragédies antiques. Donc à la rigueur, j'ai été plus inspirée par les tragédies antiques que par le polar. Alors il y avait Ouais. OK, d'autres questions d'accord. que Ah oui, est-ce que j'ai envie aussi de Ouais ah, pardon? Bah, du et coup, du coup non, de pas continuer à nécessairement. approfondir ça, quoi? Non, pas trop? Pas tant. OK, d'accord. Bah, merci beaucoup pour la Merci, réponse. je t'en merci prie. François. Alors il y avait justement d'autres questions qui étaient un peu liées. Celle de Lydia qui demande comment est-ce que tu définirais ton style littéraire. Il y a aussi Lucille qui te remercie pour la rencontre, qui te demande si tu as réfléchi au fait d'écrire un roman spécifiquement ou est-ce que le genre s'est imposé, le genre du roman. Et là aussi, une autre question, alors du coup ça découle un peu, mais est-ce que tu dirais que Aval est une forme d'autofiction ou est-ce que c'est un roman? Heu, bon, tu as un peu répondu déjà tout à l'heure, mais voilà, la question du genre, en tout cas, tu as travaillé de quelle façon? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'à l'origine, Aval était censé être un monologue de théâtre pour une actrice, qui était dans mon école de théâtre, à l'époque, sur une comédienne qui a été engloutie par une foule et qui raconte, tout ce qui s'est passé, post-mortem. Donc c'était bête ça, à l'origine Aval et en fait le roman est arrivé parce qu'il y avait Tom, en fait, que j'avais absolument envie d'écrire Tom et que ça ne pouvait pas rentrer dans ce sens.
mais j'ai toujours flirté avec l'idée d'écrire un roman depuis très, très longtemps, donc c'était pas, quelque chose de nouveau et d'inattendu, au contraire. Et comment je définirais mon style? C'est difficile, de faire un choix pour soi, enfin, en tout cas, ce que j'aimerais qu'on puisse en dire, c'est que c'est que c'est sale. Tu sais, Mmh. j'écoute beaucoup de rap et le terme sale, c'est quelque chose qui est un peu qui fait vraiment partie du lexique des rappeurs et ça me parle. Mmh. J'aimerais bien qu'on puisse dire ça de mon écriture, qu'elle est sale. Alors, Je voudrais. justement, peut-être ça fait, tu peux réagir à ce que dit, Salma. Votre écriture est très sensorielle, viscérale, parfois crue. Est-ce que c'est une manière d'impliquer le lecteur dans cette expérience corporelle? Oui, complètement, complètement. Parce que c'est alors je pense que alors déjà, parce que c'est ce que moi j'aime lire, c'est mon goût de départ. Quand j'étais plus jeune, moi je voulais lire des choses qui m'agitaient de l'intérieur. J'avais envie de comme je venais d'une famille, avec, pas mal de comment dire ça? Avec une forme de tenue, on va dire, avec, des sujets tabous, pas tabous, avec, hem, une famille pas du tout débridée, pas du tout. Donc avec quand même un sens de la rigidité et cetera, de la tenue. J'aimais aller chercher plutôt des choses qui me perturbent. J'avais besoin bah, oui, d'aller de fait, de transgression et donc comme j'aimais beaucoup lire, bah, les romans vers lesquels j'allais, c'était des romans qui avaient une forte charge transgressive ou même dans la musique. Quand j'étais plus jeune, par exemple, bon, j'ai beaucoup aimé le rap, mais j'aimais aussi beaucoup, le métal, des choses comme ça. Enfin, des choses qui sont un peu, justement, qui s'adressent au corps très vite, que ce soit le rap ou le métal. J'adore la musique. C'est vraiment des expériences, c'est de la musique qui s'adresse tout de suite à ton corps. Et donc aussi en littérature, c'est ça que j'aimais. J'aimais les choses assez crues. Et donc, de fait, comme c'est ce que c'est mon goût, bah, naturellement, ma façon d'écrire, elle a été habitée de ça aussi. Et le fait d'aimer le cinéma et d'être actrice, bah, c'est comme si ça me donnait la capacité de comprendre comment il faut que ça, comment dire? Que les mots ont une chair, ils ont une texture et ils ont un poids et qu'en fait, quand on écrit, il faut s'adresser au il faut réussir à s'adresser au ventre. Enfin, il faut comment dire? Que les gens aient le sentiment d'incorporer le livre plus que de le lire. Bon, c'est un peu mais en tout cas, c'était une ambition, c'était un objectif pour toutes les raisons que je viens de citer et aussi parce que étant comédienne, j'ai l'habitude de dire du texte et je sais ce que c'est que de l'avaler, quoi. Alors C'est voilà. justement, je relis 2 questions, celle, d'Emma, Emma Planchant. Pourquoi choisir l'anthropophagie comme moyen d'action, comme moyen de crime pour Tom? Et une question de Lou qui est sur le titre Aval. Est-ce que c'était une évidence? Alors, Alors, je vais commencer par anthropophagie le d'abord. l'anthropophagie, Alors, oui. non, comme tu veux, le titre d'abord, alors, vas-y. Alors oui, Aval était une évidence, totale. S Ouais, oui, je sais même Ce que pas tu comment viens de ça m'est dire, venu. mais c'est ce que tu viens de dire. Il faudrait que le Ouais, lecteur oui, avale donc le livre. oui, voilà, c'était il fallait que ce soit un ordre, il fallait que ce soit un mot avec, avec des sens, enfin, que ce soit un mot à double sens, que ce soit un mot court, avec un côté un peu gluant. Enfin, oui, c'était une évidence. C'était vraiment, une évidence depuis le début. Il n'a jamais changé et par rapport à l'anthropophagie, pour 2 raisons. La première raison, qui est une raison un petit peu, on va dire, académique, j'avais envie de trouver un sujet, hem parenthèse, il se trouve que je suis en train d'écrire un scénario, mon premier long métrage, et ma productrice m'a dit très vite: «Il faut un concept fort», quand j'écrivais. Et ce truc de concept fort, il me travaille beaucoup et effectivement, bah, choisir l'anthropophagie, c'était prendre un sujet risqué, pas banal, qui va forcément interpeller. Donc ça, c'est une première chose. C'est ça que j'entends par raison Mmh. académique, c'est choisir, tout de suite un sujet qui ne peut pas laisser indifférent, qui est troublant et qui va me donner la possibilité de tenter beaucoup de choses. La seconde, c'est que, bah, ça comment dire? C'est en relation aussi avec mes obsessions personnelles, à savoir la nourriture, la plus grande obsession pour moi. Enfin, j'essaie de convoquer quelque chose qui me parle tout de suite et la nourriture,
c'est un aspect très important de ma vie, et qui est un aspect très questionnant de ma vie aussi. Et donc, il fallait choper quelque chose qui soit à la fois fort, marquant, et qui me ressemble, et sur lequel je sais que j'aurai des trucs à dire. À côté de ça, je trouve que en fiction, que ce soit en littérature ou en scénario, heu, il me semble que c'est important de jamais coller au sujet. C'est-à-dire que là, j'ai envie de raconter l'histoire d'une jeune comédienne qui, à la fois, rêve d'être regardée et qui a peur qu'on lui la dérobe, qu'on lui enlève son image, d'être dépossédée par les gens. Je pouvais pas, et il fallait trouver quelque chose de suffisamment métaphorique, d'assez allégorique pour raconter ça, plus que, c'est une comédienne qui fait une dépression parce que, en fait, elle se rend compte que son image est partout et ça l'angoisse. Et donc il fallait passer par la forme et passer par quelque chose de suffisamment, allégorique et costaud. D'où l'anthropophagie. Alors, je reste un peu sur le thème, une question qui était tout à l'heure, mais je remonte une question de Yasmina. Oui, Il écrit: J'ai adoré le roman, mais la fin m'a laissé un peu sur ma faim. Joli jeu de mots de Yasmina. oui. Je m'étais attaché à la plume, à l'histoire, et j'ai trouvé que la fin était précipitée. Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est pour laisser la suite aux lecteurs et aux lectrices? Alors figure-toi ça a été beaucoup plus précipité que ça, parce qu'à l'origine, je voulais que le roman se termine sur ah ouais, à l'origine, je voulais que le roman se termine sur Tom qui met un chassé à l'âme, fin de l'histoire. Hem et donc ça va être encore plus Ouais. précipité qu'avant. Et en fait, alors, j'avais pas forcément envie de persévérer dans toute la dimension judiciaire de la chose. C'est-à-dire que si ça poursuivait sur Tom et l'âme, ça voulait dire qu'il fallait écrire ce que si Tom va en prison, le procès. Franchement, je voulais pas du tout vivre ça. J'avais envie au contraire de finir sur une note, beaucoup plus, ce mot est trop galvaudé, mais plus poétique, plus douce, remettre Genia aussi au centre de l'histoire, et donc oser une fin qui soit complètement, en rupture avec le ton du livre, avec le ton général du livre. Hem, je voulais un épilogue en fait, quelque chose de beau, de lent, avec de l'espace, avec de l'horizon, enfin voilà, j'avais envie qu'on respire en fait. J'avais envie qu'on respire, donc peut-être que ça crée en effet, quelque chose d'un peu choquant de passer de l'un à l'autre aussi rapidement, mais j'aime beaucoup la fin. Alors, j'ai vu la main levée de Mathias, mais avant, une autre très belle question de Clara. Je sais comment nous donne-t-on de la profondeur à un personnage? On pourrait s'arrêter là, mais la question est encore plus intéressante. Est-ce que vous utilisez vos propres techniques de comédienne, celles qui vous permettent de rentrer dans un rôle pour composer vos personnages à l'écrit? Dans votre travail de comédienne au quotidien, comment vous préparez-vous pour rentrer dans un rôle? Donc, bon, il y a deux questions, mais est-ce que le fait d'être comédienne, de travailler des rôles, t'a aidé dans l'écriture de tes personnages? Oui, oui, ça m'a aidée pour 2 raisons. Je pense que c'est pas les raisons auxquelles on pense immédiatement, mais pourtant ce sont celles-là. C'est qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'un personnage, il n'existe que dans la situation dans laquelle il se trouve. En fait, si on commence à écrire un personnage en se disant: «Il faut que cette personne soit, comment dire? Allez, il faut que cette personne soit joyeuse», ou «Il faut que cette personne soit mélancolique», ou «Il faut que cette personne soit drôle», ou maussade, ou sinistre. En fait, ça n'a aucune valeur. Le personnage existe parce qu'il est mis dans une situation où en fait ce caractère-là va se manifester. Sinon, ça n'existe pas. Je prends un exemple, hem, dans le cas de Tom, par exemple, ce qui nous fait dire que c'est un garçon étrange, très rapidement, c'est quand dans une des premières scènes où on le voit, enfin quand on a le flashback de Tom adolescent, il est à table avec ses amis à la cantine et il mange en gardant la bouche ouverte et il mâche bouche ouverte. En fait, ça nous raconte tout ce qu'on a besoin de savoir sur lui, à savoir qu'il est un peu répugnant et qu'il est étrange, sans avoir à juste écrire Tom était un garçon étrange. En fait, là où ça, et en ça, être comédienne, ça m'aide, c'est que je vois bien que les rôles que j'aborde, ils existent parce qu'ils sont pris dans une situation, qui fait qu'on les voit tels qu'ils sont. Ça ne c'est difficile de jouer comme ça une émotion sortie de nulle part. Il faut qu'il y ait la situation qui contienne, ce qu'on a envie de dire du personnage. Si je prends un exemple, si j'essaie de trouver pour l'âme, par exemple. Ah, mais pour l'âme, est-ce que quand même, enfin non, pardon, pour Tom encore, mais est-ce que le fait d'avoir joué Médée, qui est quand même un sacré coup de fourchette, euh,
ça passe quelque part dans le personnage de Tom? Bah, à ce titre-là, il y a tout plein d'autres personnages qui traversent Elam et Tom, mais je dirais plus que pour le coup, je prendrais les choses à l'envers. En fait, c'est le fait, moi, d'être quelqu'un qui est très qui est assez obsédé par la question de la férocité, de la dangerosité, du monstre, qui fait que, j'écris Tom ou qui fait que je joue mes dés. J'imagine, je pense que peut-être, finalement, les rôles qui nous arrivent, enfin, c'est plutôt, nous qui y mettons ce qu'on est, plus que l'inverse et que c'est pour ça qu'ils nous sont attribués. C'est que probablement, Lisa Boa, la metteuse en scène de Médée, elle a peut-être senti quelque chose chez moi, qui était prête à incarner ce type de monstre, parce que c'est ce qui, moi, m'obsède personnellement. Et par rapport à la question de préparer les rôles, Mmh. ça dépend, en fait, si c'est le théâtre ou si c'est le cinéma ou les séries. C'est pas vraiment pareil, parce qu'au théâtre, en fait, la question de la préparation de mon rôle, elle est annexée à tout le monde, en fait. Vu que c'est un métier qui est très, très collectif, en fait, mon rôle, il existe avec les autres. Enfin, c'est une aventure collective. Donc, j'ai pas forcément de préparation, moi seule, en amont. C'est juste la répétition avec tout le monde qui crée mon personnage et qui crée la pièce. Au cinéma ou à l'image, ça peut passer par le costume beaucoup plus, ça peut passer par, une démarche, ça peut passer, par une façon de se tenir, une façon de jouer avec ses expressions du visage. Hem, mais là, souvent, c'est aussi la situation qui prime, comme toujours. Et je voulais dire une toute dernière chose. J'ai un trou sur la question de la préparation, j'ai oublié. Désolée. Bon, mais il y a plein d'autres bonnes questions, mais justement, et avant, Mathias, j'arrive tout de suite, mais je parlais de l'étrangeté de Tom, c'est Marie-Madeleine qui demande quel sens tu donnes au choix de Romain de devenir Tom. Alors, en fait, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup et d'ailleurs, c'est la dernière phrase du premier chapitre d'Aval, c'est la question des doubles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Oh! Il y a un micro allumé, si vous pouvez l'éteindre, je ne sais pas qui, Fabienne, je pense. Hem, Si. donc déjà ça, j'aime bien, j'étais déjà comme la question du double me plaît, je voulais écrire un livre en miroir, 2 personnages en miroir, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et par rapport à Tom en particulier, la question du pseudo, elle était très importante pour moi. Parce que c'est ce qui se passe en réalité aujourd'hui quand une personne se fait harceler sur les réseaux, il y a pas en général, le harceleur ou la harceleuse a un pseudo. Tu as jamais son vrai blaze avec son nom de famille, son adresse, c'est toujours, Évidemment. user, 432 XZ, enfin, c'est jamais, Ouais. donc le fait d'avancer masqué, de commettre des méfaits en étant dissimulé, ça me plaisait beaucoup et donc dans le cas de Romain, d'avoir un avatar, en fait. Ce qui me plaisait, c'était l'idée d'un avatar et en l'occurrence, que ce soit qu'il choisisse le nom avec lequel on l'a persécuté. Je trouvais que ça faisait vraiment, vraiment sens, hem, d'une part parce que j'adore la question du double et d'autre part parce qu'il y avait une cohérence, dramaturgique qui était de dire, bah, quand quelqu'un te persécute, souvent il a pas son vrai nom. Alors maintenant, Mathias, qui a... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un drôle de truc. Non. Est-ce que Mathias est là? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Enfin, Je oui, vous absolument. entends. Ah super, bah, merci de me donner la parole. C'est vrai que je préfère poser la question à l'oral. Mais je vous en Et prie. je vous remercie, Madame Pondy, et bravo pour votre travail et pour ce que vous présentez. Moi, Merci. j'ai vraiment bien aimé cette lecture, hein. C'était dynamique et assez cinématographique ce que vous avez écrit. Et par contre, du coup, vu que vos personnages sont bien construits, il y a des petits points sur les deux que je voulais vous partager, comme quoi j'ai trouvé ça un peu ambivalent. Du OK. côté de votre héroïne principale, c'est vrai que dans le texte, il y a plusieurs fois où on a l'impression qu'elle fuit le regard, qu'elle essaye d'être quand même assez discrète. Et je trouve que c'est un peu paradoxal avec un métier où on cherche le regard et on est sans cesse en train de se mettre en scène. Et puis du côté de Romain,
C'est un personnage qui est bien construit sur le mensonge, mais voilà, il y a le côté passer aux aveux d'un coup à la fin, qui est assez, moi, qui m'a un peu laissé perplexe sur ce point. Et peut-être Ok. aussi, je trouve que sur le deuxième personnage de Romain, je trouve qu'on voit pas assez de détails sur le fait qu'il devienne anthropophage. Je le voyais plus D'accord. devenir violeur ou violeur, mais pas forcément devenir cannibale. Ok, ok. Ok. Alors, par rapport à... Mais c'est très bien que tu me parles du mensonge, parce que c'est ça que j'oubliais. Alors, par rapport à l'âme, au contraire, ce qui était intéressant pour moi, c'est d'écrire autour de ce grand paradoxe-là, qui est que c'est à la fois une personne qui a tout fait pour faire un métier où elle serait regardée, qui a vraiment désiré profondément ça, mais une fois qu'elle a obtenu cette attention, se trouve en fait dépassée par toute cette attention. A le sentiment qu'en fait, il y a quelque chose dans l'expérience d'être une actrice et d'être aussi regardée, sollicitée, qui est trop intense pour elle. Et c'est précisément cette ambivalence-là qui, moi, me plaisait beaucoup. Et par rapport à Tom sur la question de l'anthropophagie, je comprends. Euh, alors, il se trouve que, bon, c'est peut-être que c'est trop déguisé, mais pour moi, on a les premiers éléments de l'anthropophagie de Tom dans son rapport à la nourriture, notamment la scène où il a une crise de compulsion alimentaire, juste après qu'il ait vu que Louisa avait un mec, et aussi quand il commence à se masturber sur des vidéos de préparation de gâteaux. Je pense que c'est dans ces moments-là qu'on commence à que l'idée qu'il y a un rapport qui est détraqué avec la nourriture telle qu'elle soit, qui se crée. Et par rapport au mensonge, en fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que par rapport à la construction d'un personnage, ce qui m'a aidé à fabriquer les deux personnages, c'est de se dire qu'en fait, ils ont le droit de mentir. Et c'est justement des vraies personnes parce que c'est des menteurs, en fait. Un personnage n'est pas obligé de dire toute sa vérité. Et ça, je trouve que ça crée, en fait, un vrai être humain. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai du mal à voir tous mes écrans en même temps. Il y avait une question, pardon, qui faisait écho à ce que vous venez de dire. Oui, c'est Lydia qui dit la tension narrative était montante, les scènes volontairement creuses, choquantes, on revient un peu sur ce qu'on disait, mais pourquoi avoir fait le choix d'ellipser le point culminant de la violence à la fin lorsque Tom s'attaque à l'âme? Alors, j'ai pas le sentiment qu'elle soit ellipsée. Peut-être qu'elle est pas assez. Peut-être qu'elle est moins. Ce que je peux entendre, qu'elle est peut-être moins graphique et moins crue que d'autres passages. Mais elle n'est pas ellipsée parce qu'il y a toute une. Lors du face-à-face entre la juge et Tom, Tom lui raconte comment il a agressé l'âme vers la fin. Peut-être que c'est moins spectaculaire que d'autres moments du livre, mais c'est pas ellipsé. Après, il raconte qu'il lui a dévoré la joue. Peut-être que ça prend pas assez de place à l'intérieur du livre, mais c'est pas ellipsé. Il y a un récit après coup qui est fait, en tout cas. Oui, C'est c'est pas ça, le quand c'est fait. présent de, c'est pas le Oui, voilà, présent de l'agression. Bon, tout à fait. voilà pour la réponse. Alors, je galère un peu avec mes écrans, mais euh, alors quelqu'un a levé la main et je n'arrive plus à voir qui. Donc, pardon pour la personne qui a levé la main, mais si vous voulez prendre la parole, allez-y. Oui, non, je me suis trompé. Ok. Alors, Non, Arnaud, si. c'était Mathias qui avait levé la main qui vient de la Ok, baisser. d'accord. Alors, Anaëlle, à nouveau, très présente, avec une question tout aussi intéressante. J'ai écouté votre livre en format audio, j'étais particulièrement sensible au travail sonore, notamment aux musiques de transition. Comment est-ce que vous avez choisi ces passages musicaux et quel rôle souhaitez-vous qu'ils jouent dans la narration? Ah, génial, Mmh. génial. Ça me fait trop plaisir qu'on parle de la musique, parce que j'adore la Ah musique. oui. J'adore la musique. Alors, ah, ça me fait plaisir qu'on parle de la musique. Hem, c'est pas des choix qui sont forcément très réfléchis, c'est vraiment de l'intuition et puis du goût. Hem, j'avais envie de
ce qui est certain, bon, déjà, c'est pas des choix qui sont très, enfin, qui répondent à une espèce de logique très claire sur, il faut cette musique-là pour tel chapitre. C'est vraiment juste de l'intuition et aussi, j'ai pas mis énormément de musique exprès parce que j'avais envie que les gens puissent lire la scène en écoutant la musique. Notamment, la scène, entre Tom et ses amis dans la chambre d'hôtel. Ils écoutent une musique de 50 Cent qui s'appelle Peep Show et c'est une musique que j'écoutais beaucoup quand j'étais au collège et je trouvais qu'elle allait parfaitement bien avec l'atmosphère que j'ai envie de créer et donc j'ai toujours l'espoir que les gens écoutent la musique en lisant la scène. Heu, de même que la chanson de Baby Bash, Suga Suga, bah, elle va complètement avec tout le chapitre sur l'adolescence de l'âme et sur son désir pour son voisin. C'était un peu la bande son de mon adolescence à moi. Donc j'ai envie là encore que les gens se disent: «Ah OK, en fait», là encore l'influence cinématographique, j'avais envie que ce soit, la musique de fond de la scène quoi, concrètement. Et pour la chanson des Smiths, là encore, je voulais qu'on puisse, s'imaginer Tom marcher le long d'un périphérique en écoutant les Smiths dans son MP3. Enfin, j'avais envie que ce soit comme une espèce de, oui, j'ai envie de dire de code couleur, la couleur de la scène, que la musique, puisse, prendre en charge la couleur de la scène. C'est tout. Ok. Alors, dans quel ordre? La description, puisqu'on parlait de description tout à l'heure, description, c'est Chloé qui pose cette question. De la peau de l'âme qui la démange pendant des jours avant de se faire agresser par Tom paraît presque surnaturelle. Est-ce que c'était voulu de votre part? C'est complètement voulu. En tout cas, je ne sais pas si je reprends le mot surnaturel, mais je suis très heureuse de l'entendre parce que j'adore ce mot. Mais en tout cas, je voulais que ce soit étrange. Étrange et inquiétant. Hem Oui, je voulais vraiment qu'on ait le sentiment d'une contamination, qu'elle va se transformer. La question de la transformation, elle a lieu à un autre moment du livre, mais c'est assez court, où en gros l'âme explique que maintenant qu'elle a obtenu l'attention et la reconnaissance de ses pairs, et cetera, que maintenant elle voudrait s'éclipser, elle voudrait disparaître, elle voudrait se métamorphoser en créature pour ne plus être reconnue. Et ça, c'est un motif, que j'adore et qui d'ailleurs je fais la pub, qui d'ailleurs est un motif que je vais travailler dans ma propre mise en scène, parce que je mets en scène mon premier spectacle au Studio Théâtre de la Comédie Française. Je commence à répéter là dans 2 semaines. Ce sera du Et 22 janvier au 1er mars. Prenez vos voilà, places. exactement. Et ça s'appelle Bestiole et c'est tout un spectacle autour de l'adolescence féminine qui serait vécue comme un état de mue, mais de mue comme un insecte, quoi. Donc ce truc-là me travaille quand même depuis un certain temps aussi. Hem Et donc oui, toute la dimension surnaturelle, étrange, fantastique dans les œuvres, c'est vraiment quelque chose que j'ai très envie d'explorer. Aussi parce que c'est ma culture, c'est-à-dire que, bah, comme je pense que je suis un peu plus âgée que vous, c'est sûr, c'est même certain, mais j'ai grandi en regardant, la trilogie du samedi et Charmed et Buffy, enfin, j'ai vraiment Les Griffes de la nuit, enfin, j'ai quand même grandi avec ce genre de références-là. Voilà. Alors, à propos de Grandi, il y a deux questions qui sont liées aux jeunesses ou à l'adolescence des personnages. Je commence par celle de Salima qui dit: vous donnez à voir la jeunesse de Tom sans l'excuser. Était-ce important pour vous de montrer que la violence a aussi une histoire sans la justifier? Bah oui, c'était évident parce que c'est impossible de faire autre enfin, c'est-à-dire que ça n'aurait eu aucune espèce de, comment je pourrais dire ça? Déjà, il y aurait eu un manque de crédibilité totale si j'avais juste écrit que Tom était une espèce de sadique en puissance sorti de nulle part. Je pense qu'il y aurait vraiment eu un manque de crédibilité et puis aussi parce qu'en fait, c'est pas ce qui est intéressant dans les personnages qui ont de la noirceur ou qui sont des personnages, malfaisants, c'est d'essayer de voir l'endroit où ça a basculé. C'est de voir à quel point ils nous étaient très semblables jusqu'à un certain point. Hem et c'est ce sen et en fait, c'est ce sentiment à la fois de reconnaissance et d'étrangeté et de rejet qui est très, captivant pour un lecteur ou une lectrice ou pour un spectateur, spectatrice. C'est, bah, je vais prendre un exemple très bateau, mais ce qui fascine, enfin fascine en étant horrifié, je précise, mais dans l'histoire notamment de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est toujours le même principe du bon voisin, de l'homme, sans histoire. En fait, c'est précisément
la tension entre être un homme ou une femme sans histoire et être le plus grand des barges et des monstres, qui est passionnant. Et donc pour Tom, ça paraissait évident qu'il fallait raconter les origines, la fabrique du monstre. Et sur l'adolescence, cette fois de l'âme, Inès pose cette question. D'abord, elle te félicite pour ton livre, mais ensuite, elle dit, j'ai particulièrement apprécié le passage du chapitre 2, sur le passage donc à l'adolescence de l'âme, les violences masculines du quotidien et la naissance du désir féminin, souvent tabou. Quelle est votre réflexion là-dessus? Quelle lecture liez-vous à ce passage? Merci, déjà merci pour la question, merci beaucoup. Et si je comprends bien, tu fais allusion au moment où, je crois que je vois à quel moment du roman tu fais allusion. Alors, par rapport à la question de violence masculine du quotidien, oui, c'était important pour moi d'écrire que l'âme, d'écrire qu'une jeune fille, elle est soumise à la menace, un peu perpétuelle et masculine, où qu'elle soit. C'est-à-dire que dans le cas de l'âme, elle subit de la violence masculine avec un inconnu, quand elle part en expédition, en aventure avec Genia, et qu'elle se fait agresser par ce type, dans son foyer par son père, par un metteur en scène dans une fête. En fait, il n'y a pas d'endroit qui est... tous les endroits sont potentiellement des endroits de danger, en tant que jeune fille, de fait. Et ça me paraissait important de décliner en fait les endroits où la menace peut arriver, parce que c'est à la fois pour une jeune fille comme l'âme et comme d'autres jeunes filles, c'est grandir à la fois avec le sentiment que potentiellement le monde nous appartient et que potentiellement il y aurait de la jouissance à être à l'extérieur et de la jouissance à en rencontrer des garçons dans son cas, et en même temps que ça peut être aussi toujours un danger, toujours un peu une menace sous-jacente. Et donc c'est important pour moi de la décliner à plusieurs endroits. Et par rapport à la naissance du désir, merci beaucoup, merci, parce que j'ai pris un plaisir monstrueux à écrire ça. Mais alors là, mais quel bonheur! Oh là là, quel bonheur! En fait, j'ai vraiment écrit ce que j'avais envie de lire, et j'ai envie que ce soit long, très 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 long, et j'avais envie vraiment d'écrire sur le désir évidemment, mais surtout, ce qui me plaisait, c'était le fait que l'âme regarde les garçons autour d'elle. Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup lu jusque-là, mais je pense qu'il faut que je rattrape des bouquins, mais j'ai peu lu de romans sur des filles ou des femmes qui regardent des hommes. J'ai lu des livres où des femmes racontent ce qu'elles vivent de l'intérieur pour ces hommes-là, ce qui les tourmente, ce qui les tracasse, ce qui les excite. Ça, j'ai lu, mais je ne les ai pas lus. Je les ai pas lus décrire le garçon en question. Et ça, j'en avais très envie. Et il y a une chanson, parce que du coup, j'ai pas forcément de lecture. Enfin, non, si j'ai des lectures, je suis une menteuse. Aussi, si, je vais commencer par ça. Les lectures que je lirai à ce passage-là, c'est la lecture que j'ai faite d'un livre que j'ai lu quand j'avais 17 ans, qui s'appelle L'Amant de Marguerite Duras, et qui m'avait perturbée. Mais perturbée, mon Dieu, tellement perturbée. Et je pense aussi à des livres de... des livres d'une autrice qui s'appelle Anaïs Nin, qui parle beaucoup d'érotisme, etc. J'adore. Et aussi au livre d'une autrice que j'adore qui s'appelle Emmanuelle Richard et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Pour la peau, qui est torride. J'adore ça. Et quand j'ai écrit donc tout le grand chapitre où l'âme fantasme sur les mecs autour d'elle, j'écoutais souvent une chanson, parce que du coup je lisais pas beaucoup en écrivant à Val, mais j'écoutais beaucoup de musique, une chanson de Lana Del Rey qui s'appelle, j'ai un accent anglais dégueulasse, mais qui s'appelle Music to Watch Boys. En gros, musique pour regarder les garçons. Et oh là 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 là, quel bonheur! Mais quel bonheur! Oh mon Dieu! Il faut l'écouter à tout prix. Pardon, mais dès qu'on me met sur ce genre de sujet, je peux être en roue libre absolue. Je vais redescendre. Mais voilà. Des bons conseils en tout cas. Alors, une question de Rachel qui était un peu plus haut. Aval semble parler de la survie psychologique autant que de la faim ou du manque. Peut-on dire que c'est un roman sur la digestion du réel au sens métaphorique? Ah, ouais. Je t'avais dit qu'elles Oui, étaient bien les questions hein, des ouais, jurés. magnifique. Ce qui est certain, c'est que en effet,
on peut le lire comme un livre sur le manque, ça c'est évident, et sur la faim aussi. En fait, quelque part, schématiquement, comment dire? Tom, en tout cas, ce serait le personnage de ça, le personnage du manque, du ressentiment, de l'amertume, de la frustration. En fait, j'ai vraiment envie d'écrire sur la frustration et en fait, et la faim, enfin, parce que j'ai l'impression, en tout cas, d'être quelqu'un qui est travaillé par la faim, d'une façon générale, et qui a beaucoup de gourmandise. Enfin, voilà, en tout cas, c'est des territoires littéraires qui me plaisaient. Et en ça, oui, bien sûr qu'on peut considérer que c'est un livre sur la faim. Hmm. Alors nous, on va s'approcher bientôt de la fin de cette rencontre. Mais alors, justement, j'en profite pour une question. Emmanuel disait s'il n'y a pas d'autres questions, on peut la poser, mais on va y arriver. Amélie Morin demande pourquoi tu as choisi l'édition Grasset pour ton premier roman. Et Emmanuel, qui te remercie également pour ce roman poétique puissant et profond, Oh. se demande comment ça s'est passé pour la couverture du livre. Je rigole parce qu'on en a parlé ensemble hors micro. Celle où le titre apparaît divisé en jaune et rouge sur fond noir. Elle se demande si c'est du coup une référence à une affiche de cinéma ou en tout cas quelle part tu as eu dans l'élaboration du visuel de cette couverture. Bon, on va dire pourquoi Grasset d'abord. Alors, pourquoi Grasset? Bon, il se trouve que j'ai essayé d'être publiée quand j'avais 18 ans, parce que j'avais beaucoup d'ego. Et il y avait des maisons comme ça parce que je lisais beaucoup. Et il y avait des maisons d'édition. Ça me fait rire. Oh, pardon, ça me fait rire parce que je me rappelle de où j'habitais et dans quel milieu j'étais au moment où j'ai essayé de me faire publier. Donc, c'est un peu hilarant, mais bref. Et il y avait des maisons comme ça qui m'attiraient beaucoup à cause des autrices, notamment, qui étaient dans ces maisons-là. Il y avait Grasset, il y avait Stock, il y avait Plomb et il y avait POL. Et c'était un peu, c'était un peu des endroits que je convoitais beaucoup. Mhm. Et en fait, donc j'allais essayer de me refaire publier, hein, c'était évident, mais il se trouve que là, j'ai pas eu le temps d'écrire autre chose, mais j'étais certaine que j'allais encore essayer d'être publiée. Et en fait, Grasset, ça a été un hasard merveilleux, parce que c'est mon éditrice en fait qui est venue vers moi. Il se trouve que quand je suis rentrée à la Comédie Française, j'ai eu la chance d'avoir un peu de visibilité, notamment un papier dans le Monde Campus qui avait beaucoup plu à des gens. J'ai eu beaucoup de retours sur ce papier, notamment mon éditrice qui m'a dit bah, je voulais savoir si par hasard vous écriviez. Il se trouve qu'elle est chez Grasset. Donc j'attendais cette maison depuis longtemps, mais c'est elle qui est venue vers moi. Donc j'avais d'autres maisons qui au même moment me proposaient d'écrire. Mais j'ai choisi Grasset évidemment parce que c'était mon choix de cœur, mon choix de toujours. Et par rapport à la question du La visuel de couverture. la Mhm. couverture, c'est Mhm. drôle que tu poses la question parce que ça a été un vrai sujet. Ça a été un vrai sujet, un très grand sujet. Moi, je m'attendais à avoir la couverture jaune, très chic, très sobre de Grasset. Pas du tout. Et c'est vrai qu'au début, j'étais assez dubitative par rapport au choix. Déjà, j'étais assez frustrée que le titre soit coupé en deux. C'est vrai que ça m'avait un peu... Je trouvais qu'on comprenait pas le sens. Je trouvais que c'était un mot latin. Enfin, je comprenais pas ce choix de couper. Je trouvais que c'était pas forcément le plus heureux. Donc, ça a été un peu... ça a été une question délicate avec la personne qui s'occupait de tout ça. Et puis finalement, je me suis laissée convaincre parce qu'il m'a dit que c'était très frappant, que ça interpellait vachement l'œil et tout ça. Donc j'ai fini par me laisser convaincre, mais au début, j'étais pas très... J'étais un peu dubitative. Bon, après, il suffit de l'enlever, tu as la couverture jaune et tout va bien. Oui, voilà, On peut exactement. faire tout à fait. Je crois que je n'ai oublié personne, ce qui est merveilleux parce qu'il est quand même 19h27, quand même pas mal. Euh, Tu peux, enfin, peut-être nous dire un mot, si tu veux, enfin, quelques-uns, sur cette pièce Bestiole. Pourquoi tu as Oui, choisi ce texte que oui. tu vas mettre en scène donc sur le théâtre de la Comédie Française? Alors en fait, moi, je faisais partie de ce qu'on appelle le bureau des lectures à la Comédie Française. Donc on était 10 à recevoir beaucoup de textes de théâtre, à en débattre entre nous, à faire des choix, dans le but de les mettre en lecture 3 fois dans l'année.
Et en fait, le dramaturge qui s'occupe du bureau m'avait proposé de mettre en lecture une pièce. Et quand on la met en lecture, c'est au Théâtre du Vieux-Colombier, donc dans le 6e arrondissement. On choisit sa distribution et on lit en public. Et ensuite, les gens votent pour leur pièce préférée. Et donc, il m'a invité à faire ça. Et il se trouve que j'avais déjà lu la pièce qui, à l'origine, s'appelle L'air poids lourd. Et je la trouvais super, mais je sais pas, c'était pas mon coup de cœur absolu. Finalement, il me convainc, je choisis cette pièce-là, je la mets en lecture avec des actrices que j'ai choisies, et il se passe vraiment un moment absolument gracieux avec la salle. Il se passe vraiment quelque chose de complètement inattendu, d'inouï, très beau. Tant et bien que les gens me poussent. Enfin, je reçois des messages quand j'étais encore sur les réseaux, sur Instagram et tout ça. On me dit waouh, c'était un moment trop de symbiose dans la salle et tout, incroyable. Et puis du coup, j'étais très excitée par cette perspective, surtout que j'avais eu le prix du public. Et donc, je suis allée voir Éric Ruff, qui était l'administrateur général à ce moment-là, pour dire j'aimerais bien la monter, cette pièce. Il m'a dit oui. Et donc, donc L'air poids lourd, c'est une pièce qui est adaptée qui est tirée d'un fait divers, en fait, qui a eu lieu dans une banlieue pauvre de Sydney, en Australie, autour d'adolescentes qui, un peu livrées elles-mêmes, se sont prostituées sur une aire poids lourd auprès de routiers. Et ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit à l'époque. Et donc, l'auteur de la pièce, qui est très connu en Australie, l'a mise en scène. Enfin, l'a écrite, pardon. L'a écrite, ouais. L'a écrite. Et donc, c'est la pièce que j'ai choisie. Mais aujourd'hui, je travaille plus sur l'adolescence féminine en tant que telle que sur la prostitution, autrement. Voilà. Merci pour ces quelques mots. Je Et vous en c'est prie. Virginie qui va reprendre la parole pour remercier cette très grande assemblée, hein, avec des super questions. Ouais, Virginie. Ouais. Merci pour toutes vos questions. Et puis, vraiment, Arnaud, merci. Comme toujours, merci. C'est toujours formidable. Et Avec Sephora, Sephora, c'est un plaisir. Sephora, mais alors là, hein, C'est le bonheur. tu reviens quand tu veux. avec joie, j'aimerais beaucoup. J'ai l'impression que tu as passé que tu as pris énormément de plaisir. Complètement. Voilà, à cette rencontre, et c'est vraiment l'essentiel. Et merci pour vraiment ta générosité, c'est formidable. Là, ça me touche, merci. Contente. Merci à toutes et tous. Et juste donc pour votre information, la prochaine rencontre en ligne, les rencontres dans les universités, c'est Leïla qui vous donnera toutes les infos sur WhatsApp. La prochaine rencontre en ligne aura lieu donc ce samedi à 11h avec Yakuta Alikavazovic pour son roman Au grain jamais. Et cette rencontre sera animée par Marie Sorbier. Voilà, je vous remercie à toutes et tous. Arnaud, très bonne soirée, Sephora aussi. Merci. Et Merci à puis vous. encore merci. C'est un Merci bonheur, tout le merci monde. beaucoup. Merci pour les Bye questions. bye. Bye. Je peux quoi faire pour partir? Allez. C'est fini. C'est fini. Bye. Salut Sephora.